Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Okam. Nous allons poursuivre notre découverte de la civilisation primarienne en abordant, cette fois-ci, l'aspect tout particulièrement intéressant de l'architecture. De prime abord, on pourrait imaginer qu'un tel sujet reste finalement un détail et ne mériterait d'être abordé que bien plus tard. Mais selon moi, c'est tout le contraire. Comprendre un peuple et une civilisation, c'est aussi comprendre comment ils se logeaient, où ils se réunissaient, et comment ils s'adaptaient à leur terrain et leur environnement pour pouvoir y vivre le mieux possible. C'est pour ça que le travail d'étude autour de l'architecture primarienne est très importante, et nous en apprend beaucoup sur leur mode de vie. Même si cela va de soi, je préfère préciser que les architectures, les techniques comme les matériaux, variaient d'une région à une autre, suivant les environnements. On ne construisait pas de la même façon sur une plaine que dans un marais, des montagnes ou une jungle, c'est évident. À ce titre donc, chaque région avait ses méthodes de construction, et ces dernières étaient employées, en plus des habitations bien entendu, pour les tours d'archives. Effectivement, les tours étaient construites par le peuple à proximité, et donc avec la méthode de construction qui leur était propre. Bon, bien entendu, ils devaient quand même se conformer à quelques règles conventionnelles qui avaient été établies par les primaires, mais cela était plus de l'ordre du détail ou de l'utilité de l'édifice que de réelles contraintes. Et en ce qui concerne ces règles, les chercheurs sont encore en train de travailler dessus. Effectivement, cela peut paraître étrange pour un document aussi important, et pourtant, il n'a pas été possible jusqu'à présent de retrouver la totalité des fragments. Même si bon, cela ne nous empêche pas pour autant d'en connaître déjà quelques-unes. Comme le fait qu'une tour d'archives se doit d'avoir un enclos à crocs, une salle des archives présente en sous-sol au mieux, sinon au niveau du sol, une salle de réunion et une salle de... Et là, malheureusement, les documents sont incomplets. De stockage peut-être, on ne sait pas encore. Pour le reste, ça s'explique assez facilement. L'enclos pour les crocs, c'est évidemment pour que les coursiers puissent les parquer entre deux courses. La salle de réunion, cela vient du fait que les tours d'archives étaient souvent utilisées comme zone neutre pour que des papes ou dirigeants de différents pays puissent s'y retrouver pour des pourparlers. Enfin, en ce qui concerne les archives, s'il était recommandé de les mettre en sous-sol, c'était tout simplement car les primaires, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, étaient très attachés à l'importance des écrits et de leur conservation. Et il ne fallait surtout pas que l'effondrement ou l'incendie d'une tour fasse se perdre toutes ces archives. C'est pourquoi la mise en sous-sol était préférable. Je tiens à préciser, et après promis j'arrête là-dessus et je reprends sur le sujet de l'architecture, que la convention de construction des tours d'archives ne date pas de la période touriste, au moment de l'exode. Non, n'exagérons rien. À ce moment-là, les tours en étaient encore qu'à leur forme embryonnaire. Non, c'est réellement au début de la période Nucleus, une fois que les 3 grandes villes noyaux ont été construites, que ces conventions de construction ont été établies. À partir de là, toutes les nouvelles tours furent construites avec ces recommandations, et les plus anciennes furent, en quelque sorte, mises aux normes. Pour revenir sur le cas de l'architecture, il est déjà important de préciser que, bon, mis à part les villes noyaux bien sûr, les villes et les villages étaient plus ou moins similaires, la seule nuance étant sur la surface qu'elles occupaient, cela va de soi. Mais à côté de ça, les constructions des bâtisses et des maisons ne différaient pas de l'un à l'autre. L'architecture est d'ailleurs un domaine qui s'est développé extrêmement rapidement dans la civilisation primarienne, et ce grâce aux tours d'archives. Comme plusieurs autres technologies bien entendu, mais celle-ci tout particulièrement. Ce qui paraît assez normal au final. Le principe des tours étant la diffusion d'informations, toute découverte de techniques de construction pour une région était immédiatement archivée et transmise à toutes les autres. Dès lors, tous à tous pouvaient bénéficier du savoir de tous sur, comment construire des édifices dans des forêts denses, comment adapter des normes antisismiques, ou comment construire des habitations dans des régions montagneuses. Si c'est un domaine qui vous intéresse, je vous recommande d'aller faire un tour sur un blog assez récent, et tenu par de jeunes architectes, dans lequel ils recensent les découvertes architecturales des primaires, comment ils l'ont découvert et appliqué, tout ça en le comparant à notre architecture moderne. Ça vous permettra de vous rendre compte de l'avance considérable que pouvait avoir ce peuple. La brique, le mortier, les tuiles, les escaliers, bien entendu, les colonnes et même les arcs-boutants. Enfin bon, tous ces détails, j'en parlerai plus tard, il y aurait trop à dire. Toujours est-il que les tours d'archives n'étaient pas les seuls bâtiments à s'adapter aux techniques de la région. C'était également le cas pour les églises.
Oui, je vous rappelle quand même que chaque village avait son église et que les villes en avaient au minimum 3. Ce qui est d'autant plus intéressant avec les églises, c'est qu'il s'agissait d'un bâtiment qui pouvait être encore plus changeant que les tours d'archives. Bon, déjà, il n'y avait aucune convention ou restriction pour elles, et aucune forme n'était imposée. À la limite, il y avait juste une règle tacite qui indiquait que il était préférable de toujours mettre un lieu destiné au rassemblement de beaucoup de personnes, afin de permettre la tenue de conclaves. Mais comme on peut le voir sur certains documents, où des évêques ne cachent guère leur agacement, ce n'était pas toujours le cas. Et surtout, à côté de ça, il faut garder en tête que chaque église était rattachée à un dieu, mais surtout à un des cultes de ce dieu. De ce fait, le rôle de cette église, et j'entends par là réellement le rôle du bâtiment même de l'église, allait varier suivant le culte auquel il était rattaché. Les cultes ayant des optiques guerrières installaient des salles d'entraînement, les cultes à portée culturelle disposaient de leur propre bibliothèque, certaines étaient agencées en hôpitaux, en écoles ou plein d'autres choses. Tenez, je vais prendre un exemple qui devrait attirer votre attention. Ça devrait bien vous montrer à quel point les églises pouvaient varier d'un culte à un autre. Prenons celle rattachée à Voluxio, la déesse du sexe. Eh bien, celle-ci avait 3 cultes différents. La reproduction, le plaisir et le fantasme. Les églises dédiées au culte de la reproduction étaient agencées comme de grandes maternités, afin d'aider les accouchements, alors que les églises dédiées au culte du plaisir étaient des maisons closes. Quant à celles dédiées au fantasme, eh bien, je pense que je vais garder ça pour plus tard. Pour quand je vous parlerai de la sexualité des primaires. Inutile de tout révéler dès maintenant. Intéressons-nous plutôt à ce qui faisait les différentes particularités architecturales suivant les régions. Commençons par le plus simple et le plus basique, je veux bien entendu parler de la plaine centrale et la ceinture forestière. Cette zone était plus ou moins plane et sans contraintes particulières. Les habitations étaient généralement faites soit en bois avec un mélange de mortier, soit en briques pour les plus modernes. Les plus anciennes étaient en pierre, mais on pense qu'il s'agit en vérité de bâtisses datant de la période pré-touris, avant l'Exode. Leur toit avait généralement une pente unique en 2 angles, dirigée vers l'avant de la maison. On pourrait se demander pourquoi cette pratique. En fait, les primaires n'utilisaient que très peu la technologie du puits. En effet, on trouvait assez peu de nappes d'eau souterraines facilement accessibles. C'est pourquoi les habitants de cette région se sont tournés vers l'exploitation de la pluie. Ces maisons étaient conçues avec ce toit, de sorte que la pluie, coulant le long de la toiture, tombe dans des tonneaux placés en rang devant la maison. En sachant que, comme les maisons étaient généralement mitoyennes, il ne fallait pas que cela coule vers l'arrière. Chaque habitation avait ainsi sa réserve d'eau personnelle, et certaines habitations, parmi les plus modernes, possédaient un toit en entonnoir. Le tonneau était ainsi placé à l'intérieur de la maison pour stocker l'eau directement chez soi. Concernant les plans que je vous montre, cela me fait penser, il y a un point que je tiens à aborder, au cas où on viendrait à vous en parler. Certains architectes de renom ont mis en doute les mesures des édifices et agglomérations établies par les chercheurs, notamment en ce qui concerne l'incroyable immensité des villes noyaux. Ça a été le cas avec David Chipperfield par exemple, lors de son interview par le magazine Architect, où il indique que ces grandes cités étaient certainement bien moins immenses que ce que les médias ont annoncé, car les mesures retrouvées dans les documents n'étaient pas les mêmes que celles de notre système métrique. Bon, alors, loin de moi l'idée de critiquer un grand architecte, cependant, s'il avait consulté tous les documents, il n'aurait pas commis cette gaffe. Oui, car en effet, l'unité de mesure des distances employée par les primaires, à savoir le don, a bien entendu été convertie par les scientifiques depuis déjà un moment. Les mesures indiquées pour les bâtiments, donc les villages, villes et villes noyaux, sont bel et bien exactes. Et oui, c'est grand. D'ailleurs, à noter que c'est le groupe de mathématiciens historiens dirigé par Krenz Weinrich qui ont établi les calculs pour estimer la mesure du don. Pour ça, ils ont recoupé les valeurs indiquées sur les documents, les tailles des briques retrouvées intactes, ainsi que beaucoup d'autres valeurs comparatives, comme la taille présumée des personnes de l'époque, des animaux et des arbres. C'est pourquoi la mesure estimée est précise, au point de n'avoir une marge d'erreur que d'à peine 1 mm. Et on peut dire dès lors qu'un don équivaut à 4,25 cm. Cette valeur a un rapport très proche avec les méthodes d'écriture, mais j'en reparlerai lorsque nous aborderons les notions d'écriture primarienne. Les archipels orientaux construisaient leur habitation à l'aide d'un corail marin que l'on retrouvait en grand nombre autour de leurs îles. Ce corail, qui était plutôt massif,
avait la particularité d'être très souple et facile à découper quand il était immergé. Une fois sec, un simple processus de cuisson permettait de le faire se rétracter pour le rendre solide comme la pierre. Il était utilisé sous forme de briques pour les constructions d'importance ou pour des ornements complémentaires aux maisons traditionnelles. Oui, car il était très simple de faire des ornements avec, vu que l'on pouvait le découper facilement tant qu'il n'était pas sec. Et ce qui rendait son usage si intéressant pour la décoration, c'est que sa coloration pouvait varier suivant sa disposition vis-à-vis des courants marins. On en trouvait des bleus, des verts, des rouges, etc. Du coup, les habitations des archipels orientaux étaient souvent agrémentées de ces couleurs, voire même certaines bâtisses étaient entièrement construites à l'aide de briques issues de ces coraux et se retrouvaient totalement colorées. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est de voir au travers des écrits la vision des différents pays vis-à-vis de cette esthétique. Les écrivains de la plaine centrale ne tarissaient pas d'éloges sur leur beauté, alors que ceux de la pointe boréale, eh bien, disons que c'était moins à leur goût. Contrairement à la pointe australe, où la plupart des bâtiments sont en briques, les constructions de la plaque occidentale sont principalement faites en bois d'Acaciae. Elles sont généralement construites avec un système qui laisse une certaine souplesse aux attaches dans les parties non porteuses, afin que l'édifice puisse supporter plus facilement les séismes réguliers. En plus de ça, d'autres normes sont prévues, comme le fait de penser les murs porteurs avec des angles droits, la construction sur l'horizontale plutôt que la verticale, et l'élaboration des grands édifices sous forme d'ensemble de petits modules pensés pour être autonomes. Bon, peut-être que ce n'est pas très clair sur ce point. Disons que les grands bâtiments, comme les églises par exemple, étaient découpés en plusieurs ensembles qui étaient construits et reliés les uns aux autres. Ce système était tel que si l'un d'entre eux s'effondrait, à cause d'une secousse un peu trop violente, il n'emportait pas tout le reste du bâtiment avec lui. Et d'un point de vue visuel, on pense que cela devait ressembler aux maisons traditionnelles japonaises, mais avec le toit plat, vu qu'il ne pleuvait quasiment jamais dans ces contrées. Dans les marais occidentaux, on pouvait trouver des bâtiments sur pilotis. La plupart d'entre eux étaient construits à l'aide de bambous présents en grande quantité dans les marais, et dont l'épaisseur permettait de construire des structures solides. A savoir d'ailleurs que ce fut le premier endroit où la construction de toits à tuiles fut appliquée. Ils utilisaient pour ça un ensemble de bambous coupés en deux. On notera également que l'architecture des marais occidentaux et celle de la jungle orientale se sont beaucoup influencées l'une l'autre. En effet, ils ont tous les deux rencontré un problème similaire, à savoir celui de devoir construire leurs bâtiments en hauteur. Ceux du marais pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau quoi, et ceux de la jungle pour se tenir à distance d'une partie des prédateurs, et surtout, et c'est là que c'est intéressant, déranger le moins possible l'écosystème de la jungle. En effet, de toutes les régions, c'est bien le peuple de la jungle orientale qui prenait le plus soin de sa fusion avec son environnement et de son impact potentiel sur l'écosystème. Les habitations prenaient ainsi la forme de gigantesques villages suspendus. Certaines méthodes étaient utilisées pour essayer de ramifier les branches aux arbres plutôt que de construire par-dessus, afin que les branches porteuses continuent de vivre. Et dans tous les cas, en recouvrant la plupart des bâtiments, rampes et ponts suspendus de lierre et fleurs afin de permettre aux animaux de continuer à en bénéficier. Enfin, dans la pointe boréale, les zones permettant de se déplacer étaient généralement très escarpées et par conséquent difficiles d'accès. C'est pourquoi les bâtiments étaient conçus en pierre lourde sur des surfaces taillées dans la roche et ils avaient la particularité d'être à la fois des maisons et des escaliers que n'importe qui pouvait emprunter. Du coup, ces bâtiments étaient généralement peu profonds, mais assez larges. Et également à noter qu'ils avaient déjà inventé à ce moment-là, enfin, même si ça restait encore assez expérimental, une certaine méthode d'isolation sonore, puisque ces constructions comprenaient des murs à 2 couches, avec un espace entre les deux, histoire de limiter le bruit des déplacements des gens sur le bâtiment. Voilà. Avec toutes ces informations, et même si nous n'avons pas encore vu la totalité des régions, vous disposez déjà d'une vue d'ensemble sur l'usage de l'architecture dans une grande partie de Status. Ce qui vous permettra donc de vous faire une meilleure idée sur la forme que pouvaient avoir les villes et les villages. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés ne sont que pure invention. Mais si vous les avez appréciés, vous pouvez les partager autour de vous. L'univers de Primae continue de se construire et vient de recevoir les bases de son architecture. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires, et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.